Le débat entre les libéraux et les communautariens oppose en définitive deux représentations différentes de ce que c'est une collectivité, un groupe social. Est-ce que cette collectivité est comparable à un mur de briques? Un mur donc composé de briques qui ont une identité propre, individuelle, qui existe en tant que telle avant d'être juxtaposées les unes aux autres pour constituer un mur. Ou au contraire, faut-il davantage penser la collectivité sur le modèle d'un champ magnétique où chaque pôle n'a d'existence, n'a de spécificité qu'en fonction de la place qu'il occupe dans la relation. C'est au sein de ce champ que l'on se définit. Est-ce que l'identité précède la socialisation ou est-ce qu'au contraire, c'est à travers notre champ social, à travers la place que l'on a dans les relations avec les autres, que l'on construit son identité? Pour les communautariens, il y a clairement une naïveté dans ce que l'on peut appeler l'atomisme libéral. Donc, le terme atomisme renvoie à atome, donc à l'idée d'un élément insécable, indivisible. C'est la brique qui est l'élément de base de notre société. L'atomisme libéral, c'est cette vision de la collectivité comme étant une juxtaposition de briques pour constituer un mur, une juxtaposition d'individus préexistants à leur inscription dans un champ social. Et donc c'est cette juxtaposition qui fait la société. Donc il n'y a pas, en définitive, de détermination par le social, par la collectivité de l'identité individuelle. Au contraire, celle-ci est intrinsèquement liée à la spécificité de chaque individu. Un individu est quelqu'un doté d'une identité, doté d'un certain ensemble de préférences, doté d'une conception de la vie bonne, d'un ensemble de valeurs. C'est l'élément de base à partir duquel on essaye de penser la relation, les interactions entre les personnes. C'est cette vision donc d'une préexistence, finalement, on va dire, sur un modèle génétique, de la même manière qu'on aurait un patrimoine génétique, on aurait un ensemble de préférences, on aurait une identité individuelle propre, que questionnent les communautariens. En mettant en évidence qu'un individu ne donne pas tant sens à sa vie en décidant volontairement quel est son idéal de vie bonne, en décidant volontairement, dans un acte qui lui est propre, sans la moindre influence extérieure. Donc il ne décide pas volontairement du sens qu'il entend donner à sa vie et qu'il entend poursuivre, mais au contraire, il comprend quel sens à sa vie a en fonction de la place qu'il occupe en se découvrant membre d'une communauté particulière. Alors, on voit bien cette idée de découvrir quelque chose qui est. Je découvre quelle est ma place dans la société et dès lors, ce sens s'impose à moi. Là où les libéraux voient davantage comme un acte libre, mais d'une liberté finalement très peu contextualisée, où on pose l'idée d'un individu qui a la capacité d'affirmer ses préférences, des préférences qui lui sont propres. Donc, est-ce que finalement le sens est quelque chose qui dépend de notre inscription dans la société? Est-ce que le sens de notre existence, est-ce que le choix des valeurs, est-ce que le choix de nos préférences, est-ce que l'affirmation de notre identité, est-ce que c'est quelque chose qui dépend essentiellement de notre inscription dans une communauté, dans un champ social, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève d'un acte intrinsèque de l'individu, d'une identité qui préexiste toute inscription dans un tissu de relations sociales? Est-ce que nous devons concevoir la collectivité et la création de la société sous le modèle de l'atomisme libéral, de l'individualisme libéral, ou est-ce qu'il faut au contraire la penser sous le modèle du holisme communautarien? Holisme renvoie, c'est aussi un terme avec une racine grecque qui renvoie à l'idée de totalité. Est-ce que c'est les parties qui déterminent le tout, position libérale, ou est-ce qu'au contraire, c'est le tout qui détermine le sens des parties, position communautarienne? Et en définitive, on peut avoir l'impression d'une double caricature dans ce débat, d'une double naïveté. Certainement, la position libérale, si on en reste à une vision superficielle, paraît intenable. Il est clair que la manière dont nous construisons nos préférences, la manière dont nous constituons notre identité dépend de notre socialisation, dépend des relations sociales que nous allons avoir, dépend de l'influence des autres. C'est face
à des choix sociaux, face à des expériences que nous avons à vivre avec d'autres, que nous allons constituer nos préférences. Donc, ce n'est pas... Il y a une interaction, il y a une influence du contexte extérieur. L'individu n'est pas dans un acte purement libre, ni dans l'affirmation d'une identité qui serait constitutive de lui-même, lorsque il pose ses préférences. Donc la position libérale paraît effectivement assez caricaturale. Mais la position communautarienne, peut-être donne l'impression de survaloriser l'influence de la communauté, l'influence de la collectivité. Parce qu'en définitive, le modèle communautarien, je l'ai décrit d'abord d'un point de vue de l'évolution historique de nos sociétés, donc avec la modernité, avec la révolution industrielle, avec le déplacement des villages vers les villes, avec donc l'urbanisation du monde notamment. On voit qu'il y a eu un effritement des communautés traditionnelles et une imposition progressive du modèle plus contemporain de la société. Mais en définitive, cette transformation, on la connaît presque tous individuellement, parce que le moment le plus communautarien par excellence, c'est notre petite enfance, et la communauté traditionnelle de référence que nous avons pu tous connaître dans un premier temps, c'était la cellule familiale. Une cellule dans laquelle il semblait au départ, en tout cas, qu'il y avait un bien, un mal, en fonction de des valeurs transmises par les parents, qui s'imposaient comme étant, pour le jeune enfant, une évidence. C'est un modèle où les rôles des parents, les rôles des enfants sont extrêmement déterminés. Il y a un équilibre, il y a une communauté qui s'impose dans la jeune enfance des enfants, où tout semble être de l'ordre de l'évidence. Mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que l'on grandit, au fur et à mesure qu'on est confronté à d'autres influences, que l'on va chez des amis, que l'on découvre d'autres modèles familiaux, qu'à l'école on est confronté à d'autres influences, et cette évidence vole en éclats. On se rend compte que ce qui semblait être de l'ordre des faits, de l'ordre des valeurs qui s'imposaient comme des faits dans notre cellule familiale, peuvent être contestées. À l'adolescence en particulier, on remet en question les évidences premières de notre petite enfance. Et de ce modèle de la communauté traditionnelle, de la communauté familiale, de cette microcellule est questionné, remis en question. Et donc on retrouve alors particulièrement l'importance du potentiel critique par rapport aux communautés traditionnelles, de la mise en cause de ce qui voulait s'imposer comme une évidence dans le modèle de la communauté. Et c'est peut-être en définitive cela qui est le plus intéressant à comprendre dans ce débat entre communautariens et libéraux, c'est que je crois qu'on se méprend sur la richesse de ce débat tant qu'on en reste à comprendre les thèses tant de l'un que de l'autre, tant des libéraux que des communautariens, comme étant des thèses descriptives, des thèses qui décriraient la manière dont la socialisation se fait, la manière dont les individus constituent leur identité, de l'ordre donc de la description objective de ce qui se passe. En fait, ce ne sont pas des thèses de psychologie ou de psychologie sociale, ce sont des thèses philosophiques. Dès lors, elles ne sont pas tant descriptives, elles ne décrivent pas ce qui se passe, que des thèses normatives. Elles mettent en évidence des points qui sont considérés comme importants, des points que l'on veut valoriser, des éléments qu'il faut promouvoir, des éléments qui définissent davantage ce qui doit être que ce qui est. En fait, les libéraux sont bien conscients que l'individu est soumis à des influences sociales, que son identité n'est pas quelque chose de préconstitué. Ce qu'ils nous disent, c'est que sur le plan politique, il faut faire comme si les identités individuelles préexistaient à la socialisation. Pourquoi ? Parce que ce qu'il importe de faire, c'est valoriser le potentiel critique de chaque individu, c'est valoriser sa capacité de s'émanciper par rapport à des influences. En fait, la valorisation libérale de l'individu est une critique précisément des communautés traditionnelles, est une critique du potentiel de surdétermination par la collectivité, par la société, des choix individuels. Donc les libéraux, en définitive, sont bien conscients de cette influence de la communauté, et ils en sont tellement conscients que justement ils entendent la déconstruire, ils entendent la critiquer, ils entendent valoriser dans le champ politique la possibilité pour l'individu de poser ses propres choix. Cela dit,
c'est précisément ce que va peut-être aussi quand même questionner la critique communautarienne sur deux plans. La première, c'est est-ce que les libéraux, finalement, en voulant tellement valoriser l'individu, en voulant tellement valoriser la liberté individuelle, est-ce qu'ils maintiennent quand même les conditions de possibilité pour un individu de construire son identité? Est-ce que finalement, ils ne glissent pas trop souvent de la position normative à se convaincre tellement bien qu'on doit faire comme si c'était un choix individuel, qu'ils oublient que ce n'en est pas un, contrairement finalement à leur ambition. On retrouve ce schéma que dans chacune des critiques, qu'elle soit républicaine, qu'elle soit socialiste, qu'elle soit ici communautarienne, d'un libéralisme qui s'auto-contredirait parce qu'il méconnaîtrait en définitive les conditions mêmes de la poursuite de ses objectifs. S'il entend tellement valoriser la liberté individuelle, est-ce qu'il ne sous-estime pas quand même que cette inscription dans un contexte communautaire, dans un contexte sociétal, de relations sociales, est quelque chose qui n'est pas simplement une menace pour la liberté individuelle, une contrainte, mais qui est aussi quelque chose de positif, puisque c'est aussi l'ensemble des ressources qui va permettre à l'individu de poser ses choix. L'adolescent et puis le jeune adulte, lorsqu'il réaffirme ses valeurs, il ne le fait pas à partir d'une page blanche. Il ne le fait pas en ayant balayé d'un revers de la main tout ce qu'il a appris par le passé. Il se positionne grâce aux ressources de cette socialisation première, mais en la questionnant grâce aux influences qu'il a eues par ailleurs. Mais c'est toujours quelque chose qui a été enrichi par la diversité des influences plutôt qu'une vraie abstraction, plutôt qu'une vraie table rase, une vraie page blanche. Donc, premier élément, donc les communautariens vont dire aux libéraux, attention, à force de vouloir à ce point valoriser la liberté individuelle, est-ce que vous ne mettez pas à mal les conditions pour qu'un individu justement puisse construire ses choix? Deuxième élément, peut-être le plus fort d'ailleurs pour les communautariens les plus convaincus, c'est pas simplement une critique interne au libéralisme, un libéralisme qui serait autocontradictoire, c'est l'idée qu'en définitive, plus encore que la liberté individuelle, ce qu'il faut valoriser, c'est la communauté, c'est la reproduction des valeurs, c'est la continuité, c'est la tradition. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est l'importance de préserver la culture de la communauté, parce que c'est elle qui est riche de sens, parce que c'est elle qui assure la cohésion sociale, parce que c'est elle qui permet à chaque individu d'avoir la confiance dans le fait qu'il a un sens, on peut identifier un bien, un mal, on peut sortir de relativisme, on peut dès lors s'entendre sur des valeurs communes qui permettent d'assurer un ordre, qui permettent de fonder une solidarité, qui permettent d'éviter un relativisme culturel.